Une forêt paisible, une tempête qui approche, une femme enceinte abandonnée dans le froid par l'homme qui lui avait juré amour éternel. Il pense que c'est la fin de son histoire, que personne ne la retrouvera jamais, mais il se trompe, car l'homme qui la sauve n'est pas un inconnu. C'est l'ancien commandant de son mari, un soldat qui sait parfaitement ce que signifie la justice. Ce qui suit n'est pas seulement une lutte pour survivre, c'est une épreuve faite de trahison, de rédemption et de pouvoir retrouvé. Restez avec nous jusqu'à la fin, car vous ne croirez pas comment cette histoire se termine. Dites-nous d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. Laissez un commentaire ci-dessous, nous aimons vous lire. Cette nuit-là, la pluie n'était pas douce. Elle tombait comme un rideau de verre, tranchant à travers les grands pins de la forêt. Le bruit de l'averse se mêlait au grondement d'un moteur peinant dans la boue. Un SUV noir s'arrêta brusquement sur un chemin étroit, ses phares traçant deux faisceaux cruels à travers la brume. À l'intérieur, Émilie était assise sur le siège passager, les mains tremblantes, serrant les plis de sa robe de maternité détrempée. Elle était enceinte de 7 mois, épuisée et confuse. David, son mari, serrait le volant avec force. Les veines de son bras ressortaient comme des cordes. Sa mâchoire bougeait, mais aucun son ne sortait d'abord. L'air entre eux était lourd, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit depuis des semaines. Enfin, il parla, sa voix tranchante et froide. « Descends !» Émilie cligna des yeux, croyant avoir mal entendu. « Quoi, David ? Il pleut à torrent. S'il te plaît, parlons-en. Tu ne peux pas être sérieux. »« J'ai dit descends !» répéta-t-il plus fort. Les phares révélèrent la colère dans son regard. « Je n'en peux plus. Tu as été une erreur. Tout entre nous est une erreur. » Son souffle se coupa. Elle posa une main sur son ventre, sentant le léger coup de pied sous sa paume. « Je porte ton enfant, » murmura-t-elle d'une voix brisée, fragile comme la pluie contre le pare-brise. « Tu ne peux pas me laisser ici. Pas comme ça. » David eut un rire bref et cruel. « Tu t'en sortiras. Tu t'en sors toujours. Peut-être que quelqu'un prendra enfin soin de toi, mieux que moi. » Il ouvrit la portière de son côté, laissant entrer l'air glacé. La tempête hurla à travers l'ouverture, projetant ses cheveux sur son visage. Les gouttes de pluie frappèrent sa peau comme des aiguilles. Elle voulait crier, se battre, mais sa voix s'était envolée. Son cœur battait douloureusement. « David, je t'en prie, » dit-elle encore, mais à peine en un souffle. Il ouvrit la boîte à gants, prit son téléphone et le jeta sur la route boueuse. Il tomba avec un bruit sourd avant de disparaître sous les flaques. Puis il sortit de sa poche son alliance et la lança dans la forêt sombre où elle s'éteignit sans un son. « Voilà, dit-il, c'est fini. » Il referma la portière et mit la marche arrière. Émilie trébucha en sortant, manquant de tomber alors que la boue avalait ses chaussures. Le SUV recula lentement, ses feux rouges brillant dans le brouillard comme 2 yeux cruels. « David !» cria-t-elle, courant derrière la voiture. Mais sa voix fut noyée dans le grondement de la pluie. Elle glissa, s'effondra sur les genoux. La boue était froide et lourde. Quand elle releva la tête, le véhicule avait disparu au détour du sentier. Seul le bruit du moteur s'éloignant résonnait encore. Pendant un long moment, il n'y eut rien. Pas de lumière, pas de chaleur. Seulement la forêt qui respirait autour d'elle, sombre et infinie. Elle posa ses mains sur son ventre, murmurant à travers ses larmes. « Ça va aller, mon bébé. Je suis là. On va s'en sortir. » Un éclair illumina les branches tordues et la brume épaisse. Sa robe lui collait à la peau, lourde de pluie et de peur. Chaque souffle formait un nuage blanc dans l'air glacé. Au loin, un loup hurla. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle essaya de se lever, les jambes tremblantes. Tout son être criait de bouger, de trouver un abri avant que la tempête empire. Mais à chaque pas, ses pieds s'enfonçaient plus profondément dans la boue. Elle regarda autour d'elle, cherchant une route, une maison, un signe de vie. Rien, seulement l'ombre et la pluie. Puis, alors que le tonnerre roulait au-dessus d'elle, elle vit quelque chose à travers les arbres. Une lumière faible, vacillante, humaine. Son cœur bondit, incertain si c'était réel ou une illusion du vent.
Elle prit une inspiration et murmura encore « On peut y arriver ». Et quelque part, non loin de là, un homme vêtu d'une vieille veste militaire entendit l'écho lointain de son appel à l'aide. La forêt, froide et impitoyable, avait été témoin du début de sa chute. Elle serait aussi témoin de sa survie. 3 mois plus tôt, le monde semblait tout autre. La même forêt qui l'enveloppait désormais d'obscurité avait autrefois été un lieu de rire, de lumière et de promesses. À l'époque, David l'appelait leur « échappée loin du bruit ». Il passait son bras autour de ses épaules, lui murmurant que le monde ralentirait pour eux ici. L'air sentait le pin et les fleurs sauvages, et elle croyait chaque mot qu'il disait. Ce matin-là, leur maison ressemblait à une page de magazine. Les murs de verre reflétaient l'or doux du lever du soleil, répandant sa chaleur sur les sols polis. Émilie fredonnait doucement en préparant le petit déjeuner. Elle bougeait avec précaution, une main posée sur son ventre arrondi. L'odeur du café frais se mêlait à celle du pain grillé. Elle avait tout arrangé, des fleurs délicates sur le comptoir aux assiettes assorties qu'ils avaient choisies ensemble le printemps précédent. David descendit en chemise impeccable, celle qui lui donnait l'allure de l'homme sûr de lui dont elle était tombée amoureuse. Il s'appuya contre le comptoir, les yeux rivés sur son téléphone. Elle attendit qu'il la regarde. « Bonjour », dit-elle avec un sourire. Il hocha la tête sans répondre au sourire. « Tu es déjà levé. »« Je voulais te préparer le petit déjeuner, » répondit-elle. « On le faisait avant que tu ne commences à travailler si tard. » Il soupira et posa son téléphone. « Tu t'inquiètes trop, Émilie. Je dirige une entreprise, pas un stand de limonade. » Les mots piquèrent plus qu'elle ne voulut l'admettre. Elle tenta un petit rire. « Je sais, mais tu me manques. On ne parle presque plus. »« Mais... » Il la regarda, impassible. « Tu as tout ce qu'il te faut, non ? La maison, la voiture, la carte de crédit. Que veux-tu de plus ?» Son sourire s'effaça. Elle traça le bord de sa tasse, fixant le café déjà froid. « Je te veux, toi », murmura-t-elle, trop bas pour qu'il l'entende. Quand il s'assit enfin, elle l'observa du coin de l'œil. Son assiette resta intacte, son esprit était ailleurs. Elle tenta de meubler le silence, mais chaque mot tombait comme dans le vide. « Tu as parlé au médecin pour le prochain rendez-vous » demanda-t-elle. Il haussa les épaules. « C'est toi qui gères ces choses-là, tu es meilleur pour les détails. » Son cœur se serra. L'homme qui tenait autrefois sa main à chaque examen semblait avoir oublié jusqu'à la date. Elle fixa la photo de l'échographie sur le réfrigérateur, la petite vie qui grandissait en elle, et se demanda quand tout avait commencé à changer. Plus tard, elle le suivit jusqu'à l'allée, lui fit un signe, tandis qu'il montait dans sa voiture noire. Il l'embrassa sur la joue sans croiser son regard. Le bruit du moteur s'éloigna, laissant derrière lui un vide étrange. À l'intérieur, le silence pesait. Elle marcha à travers la maison, effleurant les cadres sur les murs. Une photo de leur mariage, une autre de leur lune de miel. Son reflet dans le verre paraissait fatigué. La joie dans ses yeux sur ces images semblait appartenir à une autre femme. Cet après-midi-là, elle s'assit près de la fenêtre, regardant la pluie tomber. La ville scintillait au loin. Son téléphone vibra sur la table. Un message de David apparut. « Je travaille tard. Ne m'attends pas. » Elle fixa l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Puis elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le reflet dans la photo de son bureau montrait une silhouette familière. La même femme qu'elle avait croisée lors d'une réception de l'entreprise. Celle qui riait un peu trop fort à ses plaisanteries. Celle qu'il disait être juste une amie. Son cœur se tordit. Elle posa une main sur son ventre et murmura « On va s'en sortir, mon petit. » Il le faut. Dehors, le tonnerre grondait au loin, annonçant la tempête à venir. À ce moment-là, elle croyait encore qu'il restait du temps pour réparer les choses. Elle ne savait pas encore que le même homme qu'elle aimait la conduirait un jour dans cette forêt pour l'y abandonner seule. Le premier signe de trahison arriva en silence. Il ne se manifesta pas par des cris ni des portes qui claquent, mais par le léger vibrement du téléphone de David au milieu de la nuit. Émilie, à moitié endormie, perçut la lumière de l'écran percer l'obscurité. Il se tourna aussitôt, le dos raide. Quand elle lui demanda qui c'était, il murmura que c'était le travail et se retourna pour dormir. Le lendemain matin, elle remarqua le changement.
Il s'habillait plus élégamment que d'habitude. Un parfum inconnu flottait sur sa veste. Il fredonnait en se rasant, souriant à des messages qu'elle n'était pas autorisée à lire. C'était comme s'il avait trouvé une nouvelle raison de vivre, et cette raison n'était pas elle. Au début, elle tenta de se raisonner. La grossesse rendait les émotions plus fortes. Être qu'elle se faisait des idées, mais peu à peu, des fissures apparurent dans leur tableau parfait. Un après-midi, en nettoyant le salon, elle trouva un reçu coincé entre les coussins du canapé. Il s'agissait d'un dîner dans un restaurant qu'elle avait toujours voulu essayer. La date indiquait vendredi dernier. Ce soir-là, elle avait mangé seule à la maison, tandis qu'il prétendait être encore au bureau. Ses doigts tremblaient en tenant le papier où s'affichaient 2 plats, 2 verres de vin et un dessert à partager. Elle rangea le reçu dans un tiroir sans savoir pourquoi. Être qu'une partie d'elle avait encore besoin d'une preuve qu'elle ne perdait pas la raison. Ce soir-là, elle décida d'en parler. « David, commença-t-elle doucement pendant qu'il faisait défiler son téléphone, « tu te souviens du restaurant au bord de la rivière ?» Il leva à peine les yeux. « Pourquoi ? J'ai trouvé un reçu de là-bas. Tu m'avais dit que tu travaillais ce soir-là. » Il hésita une seconde, puis eut un petit rire. « Ah, ça, j'ai dîné avec un client. Tu sais comment c'est, les affaires ne s'arrêtent jamais. » Elle hocha lentement la tête. « Bien sûr, je pensais juste, laisse tomber. » Il releva la tête, son ton devenant dur. « Tu me surveilles maintenant? C'est ça ?» Son cœur accéléra. « Non, tant mieux, coupa-t-il sèchement. Parce que je n'ai pas besoin d'une femme paranoïaque qui remet en question chacun de mes gestes. Occupe-toi du bébé et arrête d'inventer des problèmes. » La discussion s'arrêta là, du moins en apparence. Mais cette nuit-là, quand il s'endormit, elle ne trouva pas le sommeil. Le silence de la maison pesait autour d'elle. Son regard se fixa sur le téléphone, posé sur la table de nuit, la petite lumière rouge du chargeur clignotant comme un battement de cœur. Sa main hésita, puis elle le prit. Son reflet dans l'écran paraissait fantomatique. Les premiers messages semblaient banals, puis elle vit le nom, Clara. La même femme qu'elle avait vue lors du gala de l'entreprise, celle qui avait posé une main trop familière sur son bras pour la photo. Elle lut lentement, le ventre noué à chaque mot. « Tu me manques déjà. Tu étais superbe ce soir. Elle ne te comprendra jamais comme moi. » Son souffle devint court. Elle mordit sa lèvre pour retenir un cri. Sa main se posa sur son ventre comme pour protéger le bébé de la vérité qu'elle venait de découvrir. Elle verrouilla le téléphone et le remit exactement à sa place. Puis, elle resta assise dans l'obscurité, le poids du silence plus lourd que n'importe quelle tempête. Le lendemain matin, David se comporta comme si rien n'avait changé. Il l'embrassa sur le front avant de partir, la voix calme, le sourire assuré. Elle le regarda s'éloigner depuis la fenêtre, le cœur brisé derrière le verre. Ce soir-là, elle commença à enregistrer ses appels. Pas pour le piéger, se disait-elle, mais pour comprendre ce qui s'était passé. Au fond, elle savait déjà. L'homme qu'elle aimait n'existait plus. Il avait été remplacé par un étranger portant son visage. Elle rangea les enregistrements dans un dossier secret, intitulé simplement « Pour la vérité ». Il ne restait plus qu'à attendre que cette vérité détruise tout. La tempête arriva au coucher du soleil. Des nuages gris s'amoncelaient comme des bleus au-dessus des arbres. Le vent gémissait d'un son inquiet. Émilie se tenait près de la fenêtre, regardant la pluie effacer l'horizon. Elle avait préparé un petit sac plus tôt dans la journée, sans savoir pourquoi. Être par instinct. Être qu'une part d'elle savait déjà. La voiture de David entra dans l'allée. Le bruit du moteur fit bondir son cœur. Elle essuya rapidement ses larmes, remit sa robe en place, força un sourire. Quand il entra, trempé, son regard était froid et vide. « Il faut qu'on parle », dit-il. Ces mots, si ordinaires autrefois, glacèrent le sang d'Émilie. Elle le suivit dans le salon. La pluie martelait les vitres, les lumières vacillèrent, puis se stabilisèrent. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda elle doucement. « Tu es distant depuis des semaines. Si c'est à cause de Clara, dis-moi la vérité. » Ses yeux se rétrécirent. « Donc c'est ça. Tu fouilles encore dans mes affaires. »« Monday, j'ai dû savoir, » dit-elle, la voix tremblante. « J'ai entendu les messages, vu les photos. Tu m'as menti, David, surtout. » Il eut un petit rire amer. «
Tu crois que tu es la victime? Tu m'as piégée, Émilie. Tu es tombée enceinte exprès pour m'empêcher de partir. » Ses jambes fléchirent. « Ce n'est pas vrai. Tu voulais ce bébé. Tu disais qu'on recommencerait à zéro. » Il détourna le regard, passant une main dans ses cheveux mouillés. « C'était avant que je comprenne qui tu es vraiment. » Yudao. Quelque chose dans son ton la glaça. Il prit une liasse de papier sur la table. « Tu vas signer ça. » Elle fit un pas. « Qu'est-ce que c'est? » « Des papiers de divorce, » répondit-il sèchement. « J'ai déjà déposé la demande. Tu prendras une compensation et tu disparaîtras. C'est mieux pour tout le monde. » Émilie secoua la tête. « Non, je ne signerai pas. Tu n'as pas le droit. » Il frappa la table du poing. « Si, j'ai le droit. C'est fini. Clara est celle que je veux. Toi, tu as toujours été une erreur. » Les larmes montèrent, mais elle resta droite. « Comment peux-tu dire ça après tout ce qu'on a vécu ?» Il sourit sans chaleur. « Parce que c'est la vérité, et j'en ai assez de la cacher. » Le tonnerre gronda, les lumières vacillèrent à nouveau. Il attrapa son bras et lui mit un stylo dans la main. « Signe, Émilie, maintenant. » Elle essaya de se dégager. « Tu me fais mal. » « Alors signe. » Son étreinte se resserra. Le bébé donna un coup dans son ventre, comme s'il sentait le chaos. Sa main libre se posa sur son ventre. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Pense au bébé. » Un instant, il hésita. Puis, tout s'effaça. Il froissa les papiers et les jeta sur la table. « Très bien. À ta guise. » Il prit son sac sur le canapé et se dirigea vers la porte. « Monte dans la voiture. » Ces mots la figèrent. « Où va-t-on » Il ne répondit pas. Il ouvrit la porte. Le vent entra, portant l'odeur de terre et de pluie. « Tu verras. » Elle le suivit, pieds nus, serrant son manteau contre elle. La pluie la trempait en quelques secondes. Il lança son sac sur la banquette arrière et démarra. Les pneus crissèrent sur le gravier. Ils roulèrent près d'1 heure en silence. Le seul son était celui des essuie-glaces et des battements de son cœur. Elle reconnut la route de la forêt, celle qu'ils avaient empruntée pendant leur lune de miel pour regarder les étoiles. Quand la voiture s'arrêta, les phares illuminèrent une mer d'arbres. La tempête redoublait. « David, » murmura-t-elle, « pourquoi sommes-nous ici ?» Il tourna la tête, le visage à moitié dans l'ombre. « Parce que c'est ici que tout s'arrête. » Elle se figea. Avant qu'elle ne parle, il détacha sa ceinture et ouvrit sa portière. Le vent s'engouffra dans la voiture. « Descends, » dit-il. Elle secoua la tête, les larmes se mêlant à la pluie. « Tu ne peux pas dire ça. Les oies. » Il se pencha, la voix glaciale. « Descends. » Ses mains s'accrochèrent au siège. Son corps tremblait. Il la saisit par les poignets et la poussa dehors. Elle tomba dans la boue, la pluie lui fouettant le visage. La portière claqua. Les phares brillèrent encore un instant, puis s'éloignèrent. Les feux rouges disparurent dans la nuit. Est-il parti? La nuit engloutit ses cris. La forêt resta silencieuse, comme si elle écoutait. Le bruit du moteur s'éteignit au loin, jusqu'à se confondre avec la pluie. Émilie resta là, trempée et tremblante, les yeux fixés sur l'obscurité où la voiture avait disparu. Son esprit refusait de croire à ce qui venait d'arriver. Cela ressemblait à un cauchemar dont elle pourrait se réveiller si elle fermait les yeux très fort. Lorsqu'elle les rouvrit, la tempête était toujours là, implacable et bien réelle. L'eau glacée ruisselait sur son visage et se mêlait à ses larmes. Son souffle sortait en petites bouffées visibles dans l'air gelé. La forêt semblait vivante, chuchotant autour d'elle, pleine de mouvements invisibles. Elle serra ses bras autour de son ventre, sentant le bébé bouger sous sa main. La réalisation la frappa d'un coup. Elle était complètement seule. Pas de voiture, pas de téléphone, aucune issue. Ses chaussures s'enfonçaient dans la boue à chaque pas. Chaque mouvement lui semblait plus lourd que le précédent. Le sol glissait, des racines s'enroulaient sous ses pieds. Elle trébucha et se rattrapa au tronc d'un pin. L'écorce lui égratigna les paumes, mais elle ne sentit presque pas la douleur. Une seule phrase tournait en boucle dans sa tête. « Avance ». Le vent transperçait sa robe légère. Elle se rappela comment, des mois plus tôt, David s'était moqué d'elle parce qu'elle avait rangé une lampe de poche dans son sac pour le cas où. Elle eut presque un sourire. Elle aurait voulu insister. Elle aurait voulu se préparer au jour où l'homme qu'elle aimait deviendrait un étranger.
Un craquement net fendit l'air, comme une branche qui cède. Elle se figea, le cœur battant à tout rompre. Ses yeux fouillèrent les ombres à la recherche d'un mouvement. Rien, seulement la pluie sans fin et le froissement lointain des feuilles. Elle accéléra pourtant le pas. Les minutes se confondirent avec des heures. Son corps la faisait souffrir, ses pieds étaient engourdis par le froid. Chaque fois qu'elle croyait distinguer un sentier, il se perdait dans la brume. La forêt l'avait entièrement engloutie. Elle s'arrêta près d'une clairière où l'on devinait à peine la forme d'un tronc tombé. Ses jambes cédèrent et elle s'affaissa sur le sol détrempé. Des tremblements la secouaient. Elle posa les deux mains sur son ventre et murmura entre ses dents qui claquaient « Ça va aller, mon bébé. On va s'en sortir. Je te le promets. » Le bébé donna un nouveau coup, doux mais ferme, comme un rappel de tenir bon. Elle y vit un signe, elle inspira profondément et se remit debout. La pluie s'était un peu calmée, laissant une brume qui luisait faiblement sous la pâle clarté de la lune lointaine. Elle se remit en marche en suivant ce qui ressemblait à une piste. Au bout d'un moment, quelque chose attira son attention, un clignotement entre les arbres. D'abord elle crut à un éclair, puis cela se reproduisit, plus doux, régulier. C'était de la lumière, une lumière humaine. L'espoir se réveilla dans sa poitrine. Elle chuchota. « Il y a quelqu'un !» Elle accéléra, ignorant la douleur dans ses jambes. Les branches lui déchiraient les vêtements. Ses cheveux collaient à son visage. Son souffle sortait en halètement. La lumière se précisa à chaque pas, jusqu'à dessiner la silhouette d'une petite cabane. Une fumée fine montait de la cheminée. Elle s'arrêta juste devant, se demandant si elle ne rêvait pas. La porte était entr'ouverte et une lueur chaude se répandait dans la nuit. Elle hésita un seul instant, puis s'approcha. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» appela-t-elle d'une voix tremblante. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Le silence dura une seconde. Puis des pas résonnèrent à l'intérieur. Une silhouette apparut sur le seuil, grande et large d'épaules, une lanterne à la main éclairant un visage buriné. Sa voix était grave et posée. « Qui est là dehors ?» Émilie fit un pas. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle. « J'ai besoin d'aide. Mon mari m'a laissée ici. Je suis enceinte. Je ne sais pas où je suis. » Les yeux de l'homme s'attendrissaient en la voyant grelotter sous la pluie. Il posa la lanterne et s'avança. « Doucement. Vous êtes en sécurité. » Il posa une couverture sur ses épaules. La vision d'Émilie se brouilla sous l'épuisement. La dernière chose qu'elle perçut fut la voix calme de l'homme. « Vous allez vous en sortir, vous n'êtes plus seul. » Puis tout s'éteignit. Dehors, la forêt continuait de rugir, mais à l'intérieur de la cabane, pour la première fois de la nuit, la chaleur revint. Quand Émilie rouvrit les yeux, le monde était silencieux. La pluie s'était arrêtée et le feu crépitait doucement. Pendant un instant, elle ne sut plus où elle se trouvait. Au-dessus d'elle, un plafond de poutres de bois. Dans l'air, une odeur de pain et de fumée. Son corps était endolori, mais une lourde couverture de laine la réchauffait. Elle entendit un mouvement. Une voix d'homme parla de l'autre côté de la pièce, calme et basse. « Vous êtes réveillée, c'est bien. » Elle tourna la tête et le vit clairement pour la première fois. Il semblait avoir un peu plus de 50 ans. Son visage portait des marques d'expérience plutôt que d'âge. Ses cheveux courts étaient striés de gris et sa posture imposait une autorité tranquille. Il portait une veste militaire délavée, du genre qu'elle n'avait vue qu'en photo. « Vous étiez à moitié gelé quand je vous ai trouvé, » dit-il en versant du thé depuis une bouilloire. « Vous avez de la chance que je sois sorti vérifier les pièges avant que la tempête empire. » Émilie essaya de se redresser et une douleur aiguë lui traversa le bas du dos. L'homme se précipita pour la soutenir. « Doucement, vous avez traversé plus que vous ne croyez. » Ses lèvres étaient sèches. « Merci, » chuchota T.L. « Vous m'avez sauvé la vie. » Il inclina la tête. « Je m'appelle Mason, Mason Hale. » Le nom éveilla un souvenir. « Mason Hale, » répéta T. « Mon mari parlait de vous. Il disait que vous aviez été son commandant. » Les yeux de Mason se plissèrent légèrement. « David, c'est bien le nom de votre mari. » Elle acquiesça, la voix tremblante. « Oui, il m'a laissé dehors, dans les bois. » Le visage de Mason se durcit une seconde, puis il détourna le regard vers le feu.
Le silence était lourd mais sans froideur. Lorsqu'il parla, sa voix mêlait l'incrédulité à la retenue. « J'ai formé cet homme. Je pensais qu'il avait de la discipline. Je pensais qu'il avait de l'honneur. » Émilie baissa les yeux, tordant le bord de la couverture. « Il n'a pas toujours été comme ça. Quelque chose a changé. Ou peut être que je refusais de voir qui il était vraiment. » L'homme, il lui tendit la tasse. « Buvez. Vous devez reprendre des forces. » La chaleur gagna ses doigts puis sa gorge. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentit assez en sécurité pour respirer. Mason s'assit en face d'elle, la regardant comme s'il recomposait la vérité à partir des silences. « Vous en êtes à combien ?» demanda-t-il doucement. « 7 mois, répondit-elle. Le médecin dit que le bébé est solide. Alors on fera en sorte que ça continue. » Il se pencha, les coudes sur les genoux. « Vous resterez ici pour l'instant. J'ai des provisions. La route la plus proche est à quelques milles. Quand la tempête se calmera, on décidera de la suite. » Elle le regarda, incertaine. « Pourquoi m'aidez-vous? Vous ne me connaissez pas. » Il soutint son regard. « Parce qu'il le faut, et parce que je le dois à l'uniforme que j'ai porté de protéger ceux qui l'a trahi. » Ces mots s'enfoncèrent en elle. Cette bonté lui faisait presque aussi mal que la trahison qu'elle venait de subir. Plus tard dans la nuit, quand le feu baissa, Émilie resta éveillée sur la petite couche que Mason avait préparée. Elle écoutait la pluie s'adoucir dehors, la main posée sur son ventre. Le bébé bougea doucement, un frôlement contre sa paume. Elle murmura dans l'obscurité. « Nous sommes en sécurité maintenant. » La voix de Mason vint du fauteuil voisin. « Oui, vous l'êtes, mais ce n'est pas la fin. C'est le début. » Elle se tourna vers la lueur des braises, les yeux brillants. « Le début de quoi? De reprendre votre vie, » répondit-il simplement. Les flammes se reflétaient dans ses yeux, stables et résolus. Pour la première fois depuis le début du cauchemar, Émilie sentit quelque chose de plus fort que la peur. C'était la détermination. La chaleur de la cabane était plus qu'un confort. C'était une promesse de renaissance. Dehors, la tempête s'éloigna et la forêt scintilla sous une aube pâle. À l'intérieur, une femme abandonnée commença à se relever. La tempête était passée, laissant la forêt silencieuse et brillante. Une fine brume flottait au-dessus du sol, et l'odeur de la terre mouillée emplissait l'air. Dans la petite cabane, Émilie était assise près de la fenêtre, enveloppée dans une couverture, observant les premiers rayons du soleil filtrer à travers les arbres. C'était le premier matin depuis des semaines qui ne ressemblait pas à un cauchemar. Pourtant, la paix ne suffisait plus. Plus maintenant. Mason se tenait à la table, nettoyant son ancien poste radio de campagne. La lumière du matin révélait les écussons cousus sur sa veste usée, les marques d'un homme qui avait jadis exercé une grande autorité. Il travaillait en silence, chaque geste mesuré. Quand il parla, sa voix était calme mais ferme. « Tu as dit qu'il t'avait laissé dans cette tempête pour mourir. À mes yeux, c'est une tentative de meurtre. » La voix d'Émilie n'était qu'un souffle. « Personne ne me croira. David a de l'argent, du pouvoir et des amis influents. Il sait toujours retourner les choses pour passer pour la victime. » Mason leva les yeux vers elle. « Alors ne le laissons pas contrôler l'histoire. Construisons la nôtre. » Elle hésita. « Que veux-tu dire ?» Il ouvrit une mallette en métal posée sur la table. À l'intérieur se trouvait un petit enregistreur, plusieurs clés USB et une pile de feuilles vierges. « Des preuves, dit-il. Tu as parlé d'enregistrements, de reçus, de messages. Tu les as encore ?» Le souffle d'Émilie se bloqua. Elle hocha lentement la tête. « Oui, j'ai tout gardé. C'est sur mon ordinateur à la maison, mais je ne sais pas s'il l'a trouvé. » Mason se frotta le menton, pensif. « Si on peut récupérer ces fichiers, on aura un point de départ. Et j'ai encore des contacts dans la division d'enquête. Ils ne doivent rien à David. » Émilie fixa l'enregistreur, les doigts serrés sur le bord de la couverture. « Je n'ai jamais voulu me venger. Je voulais seulement être en sécurité, pour moi et pour mon bébé. »« Ce n'est pas de la vengeance, » répondit Mason. « C'est de la justice. Celle que les hommes comme lui ne voient jamais venir parce qu'ils croient que personne n'aura le courage de riposter. » Malide. Elle baissa les yeux, réfléchissant à ces mots. L'idée de confronter David la terrifiait, mais quelque chose en elle changeait.
Elle n'était plus la femme tremblante qui suppliait d'être aimée. Elle était quelqu'un qui avait survécu à l'impossible. Mason déplia une carte sur la table. « Cette route mène à la ville. Tu as dit qu'il travaillait dans un cabinet du centre, n'est-ce pas ?»« Oui, chez Hamilton Cross. Il est associé principal. »« Parfait, » dit Mason. « Il sera visible. C'est un avantage. » Il désigna un autre point sur la carte. « Et on commencera ici. Il y a un ancien poste de garde avec une tour radio. On pourra l'utiliser pour contacter quelqu'un qui récupérera les sauvegardes numériques de tes comptes. Les fichiers existent peu, être encore dans le cloud. » Émilie l'observait travailler, la précision tranquille de ses gestes. Cela lui rappelait la façon dont David parlait en réunion, sauf que cette fois, elle se trouvait du côté de celui qui défendait la vérité, pas le contrôle. « Et s'il découvre ce qu'on fait ?» demanda-t-elle. « Et s'il essaie de nous arrêter ?» Mason eut un léger sourire. « Qu'il essaye. Il ne s'attend pas à une résistance, surtout pas de ta part. C'est ton avantage. » Elle inspira profondément, sentant renaître une force qu'elle croyait perdue. « Alors faisons-le. » Le reste de la matinée fut consacré aux préparatifs. Ils rassemblèrent des provisions, du carburant et le vieux matériel de terrain de Mason. Il l'aida à remplir un petit sac à dos contenant l'essentiel et un dossier étiqueté « Opération Phénix ». Le nom la fit sourire pour la première fois depuis longtemps. Quand tout fut prêt, Mason se tourna vers elle. « Avant de partir, il faut que tu sois sûre. Une fois lancé, il n'y aura pas de retour en arrière. » Émilie soutint son regard sans ciller. « J'ai déjà tout perdu. Il n'y a plus rien à quoi revenir. » Le feu crépitait doucement derrière eux, tandis qu'ils sortirent. La forêt, autrefois synonyme de prison, ressemblait désormais à un chemin vers la liberté. Mason verrouilla la porte de la cabane et lui tendit une lampe. « Allons faire éclater la vérité. » Ils s'engagèrent sur le sentier, la lumière du matin perçant les nuages et brillant sur les feuilles encore mouillées. Chaque pas la rapprochait de la vie qu'elle était déterminée à reprendre. Au fond d'elle, la peur qui l'avait dominée commençait à se dissoudre, remplacée par quelque chose de plus fort, la détermination. 6 mois plus tard, le monde n'avait plus rien à voir avec la nuit où Émilie avait été laissée pour morte. La forêt, jadis son tombeau, n'était plus qu'un souvenir. La femme qui en était sortie n'existait plus. À sa place se tenait une autre, plus forte, plus lucide, sans peur. Son bébé était né sain et sauf, un petit miracle empreint de douceur. Mason l'avait soutenu à chaque étape, guidé par la patience et la volonté. Ensemble, ils avaient élaboré un plan qui allait tout changer. La ville scintillait sous un soleil d'hiver, tandis qu'elle sortait de la voiture. La neige crissait sous ses bottes. Elle portait un manteau noir qui lui allait comme une armure et une expression calme qui dissimulait la tempête intérieure. Dans ses bras, un dossier rempli de documents, de photos et d'enregistrements. La vérité que David croyait enterrée à jamais. Ce jour-là avait lieu la cérémonie annuelle du cabinet Hamilton Cross, là où David avait bâti son empire. L'événement se tenait dans la salle de bal d'un grand hôtel, tout en marbre et dorure. Des journalistes se pressaient à l'entrée, les flashs crépitaient, les micros captaient chaque mot des dirigeants arrivant en voiture noire lustrée. À l'intérieur, la musique résonnait doucement, les verres tintaient, les rires remplissaient l'air. David se tenait près de la scène, affichant son masque habituel de charme. Il semblait sûr de lui, entouré de collègues et d'investisseurs, serrant des mains, posant pour les photos. Personne ne pouvait deviner ce qu'il avait fait. Mason entra le premier. Sa présence était discrète mais imposante. Même en costume simple, il dégageait une autorité naturelle. Il se plaça au fond de la salle, observant. Émilie attendit que l'animateur prononce le nom de David. Les applaudissements éclatèrent. David monta sur scène, souriant largement sous les éclairs des caméras. Il commença son discours, la voix fluide et assurée. « L'année a été difficile, déclara-t-il. Mais grâce à notre persévérance, nous avons encore une fois triomphé. » Les portes s'ouvrirent derrière lui. La foule se tourna quand Émilie entra. Un silence se répandit dans la salle. Les applaudissements cessèrent. Le bruit de ses talons sur le marbre résonna dans le grand hall. David se figea, le micro encore à la main. Elle marcha lentement, les yeux fixés sur lui,
le maintien calme. Toutes les caméras se tournèrent vers elle. Elle atteignit le centre de la salle et s'arrêta, la voix claire et posée. « Tu as oublié de remercier ceux qui ont rendu ton succès possible, David. Ou peut-être espérais-tu qu'ils ne soient plus là pour te le rappeler. » L'homme. Des exclamations parcoururent la foule. Le visage de David pâlit. « Émilie » balbutia-t-il, agrippant le pupitre. « Tu étais censée être morte » coupa-t-elle. « C'est bien ce que tu voulais, n'est-ce pas ?» Elle sortit un petit enregistreur de sa poche et le posa sur le pupitre. « Mais tu as oublié une chose. Tu m'as appris à toujours sauvegarder les fichiers importants. » La salle s'emplit de murmures tandis que Mason avançait. Sa voix, posée mais ferme, coupa court à la confusion. « David Carter, dit-il, s'adressant à l'homme stupéfait sur scène. Vous faites l'objet d'une enquête pour fraude, obstruction et tentative de meurtre. » Les flashs éclatèrent. Les journalistes crièrent des questions. David recula, son masque de contrôle se fissurant. « C'est absurde. Elle ment. Elle veut me détruire. » Émilie le fixa droit dans les yeux. « Non. Tu t'es détruit toi-même. » La sécurité intervint. Les protestations de David s'éteignirent peu à peu, tandis qu'on l'éloignait de la scène. La foule s'écarta en silence, les murmures emplissant la pièce. Quand le tumulte retomba, Émilie se tourna vers Mason. Il lui adressa un léger signe de tête, celui que seuls les soldats comprennent. La mission était accomplie. Elle regarda le dossier qu'elle tenait encore, puis les caméras qui continuaient à flasher. « La vérité, dit-elle doucement, ne meurt pas simplement parce que quelqu'un essaie de l'enterrer. » Et tandis que les journalistes se pressaient autour d'elle, son visage apparut sur tous les écrans de la salle. La femme qui avait été abandonnée dans la forêt était revenue, pas pour se venger, mais pour reprendre sa voix. Dehors, la neige recommença à tomber, douce et silencieuse, comme si le monde lui-même effaçait les dernières traces de son passé. La salle d'audience était pleine. Chaque siège était occupé, chaque respiration suspendue. Le cliquetis des appareils photo emplissait l'air avant que le juge ne réclame le silence. Le monde qui s'était jadis incliné devant David Carter assistait maintenant à sa chute. L'homme qui avait bâti son empire sur le mensonge, l'intimidation et le charme était assis à la table des accusés, livide et muet. Son costume coûteux ne pouvait dissimuler ni la sueur sur son front, ni la peur dans ses yeux. Émilie était assise de l'autre côté de la salle, à côté de son avocate, les mains posées sagement sur ses genoux. Son expression était calme, presque sereine, mais son cœur battait au rythme de la justice. Masson se tenait derrière elle, présence solide et immobile, un gardien silencieux qui connaissait trop bien la guerre et la trahison pour sous-estimer le prix de la vérité. La voix du procureur résonna dans la salle. « Mesdames et messieurs du jury, ce que vous allez entendre aujourd'hui ne concerne pas seulement la fraude ni la tromperie. Il s'agit d'un acte de cruauté qui a failli coûter la vie à une femme innocente et à son enfant à naître. » Les jurés tournèrent les yeux vers Émilie. Elle soutint leur regard sans ciller. Pendant des mois, elle s'était préparée à ce moment, revivant chaque détail de cette nuit dans la forêt. À présent, chaque pièce à conviction était entre ses mains. Le premier enregistrement fut lancé. La voix de David emplit la salle, confiante et négligente. Elle est émotive. Vous savez comment sont les femmes enceintes. Elle se calmera quand elle comprendra qui commande. Les mots restèrent en suspension comme un poison. Les journalistes griffonnèrent frénétiquement. David serra les poings, sa mâchoire se crispant. Le procureur poursuivit, empilant les preuves pièce après pièce, reçus, photographies, virements bancaires, messages. Chacune érodait l'image de l'homme qui avait semblé intouchable. Lorsque les images des caméras de l'hôtel apparurent à l'écran, le montrant en train de partir avec Clara la nuit où il prétendait être au bureau, un souffle parcourut la salle. Émilie demeura immobile, les yeux fixés sur lui. Elle voulait qu'il voie la force qu'il avait tenté de briser. Elle voulait qu'il comprenne ce que signifiait affronter la vérité qu'il avait si longtemps enterrée. Quand vint son tour de témoigner, le silence se fit total. Elle se leva, la voix ferme bien que ses mains tremblent légèrement. « Il m'a dit qu'il m'aimait », déclara-t-elle. « Il m'a promis de me protéger, mais la nuit où il m'a conduite dans cette forêt, j'ai compris la vérité.
L'amour n'est pas censé te laisser dans le noir et te dire de mourir en silence. L'avocat de David protesta, mais le juge écarta l'objection. Émilie continua. J'ai survécu parce qu'un homme doté d'un véritable honneur m'a trouvé, l'homme que mon mari appelait autrefois son commandant, l'homme qui l'a trahi bien avant de me trahir. Les yeux de Mason croisèrent les siens au fond de la salle et, pour la première fois depuis des mois, elle sourit. Le juge ordonna une suspension d'audience. Dehors, les chaînes d'information diffusaient déjà des mises à jour en direct. Le titre s'affichait sur tous les écrans. Ancien dirigeant poursuivi pour tentative de meurtre après le témoignage de son épouse. À la fin de la semaine, le verdict tomba rapidement, coupable sur tous les chefs. La salle explosa de bruit, journalistes criant, flash crépitant. Le visage de David se vida de toute expression, son arrogance enfin arrachée. Les gardes le menottèrent et l'emmenèrent. Le cliquetis des menottes résonna plus fort que n'importe quel applaudissement. Clara, la maîtresse, était assise quelques rangs derrière, les larmes sillonnant son maquillage. Le conseil d'administration l'avait déjà destitué de toutes ses fonctions. Le cours de l'action avait plongé dans la nuit. L'empire construit sur la manipulation et la cupidité s'effondrait plus vite que prévu. Émilie se tenait devant le palais de justice, l'air d'hiver frais sur son visage. Les journalistes l'encerclaient, les micros tendus. « Madame Carter, que ressentez-vous après cette victoire ?» demanda l'un d'eux. Elle regarda les caméras et répondit doucement. « Ce n'est pas une victoire, c'est une survie, c'est s'assurer que personne n'ait à vivre ce que j'ai vécu. » Mason s'avança à ses côtés et posa brièvement la main sur son épaule. « Tu t'en es bien sorti ?» dit-il à voix basse. Elle acquiesça, levant les yeux vers le ciel pâle. Le bruit de la ville s'éloignait derrière elle. Les chaînes qui l'avaient retenue s'étaient brisées. L'homme qui avait jadis contrôlé sa vie n'était plus qu'un nom dans les titres du lendemain. Et pour la première fois, Emily Carter s'en alla libre. La lumière du matin s'étendait sur la rue calme devant le tribunal. Le tumulte du procès était terminé et les gros titres s'effaçaient déjà des unes. Le monde passait à autre chose, mais pour Émilie, la vie recommençait. Le fardeau qu'elle portait depuis des mois s'était allégé. Pour la première fois, ses pas étaient légers. Elle s'arrêta au bord du parc municipal, le même où elle et David avaient autrefois marché, main dans la main, en rêvant d'un avenir qui n'avait jamais vraiment existé. L'air était frais et limpide. Des enfants jouaient tout près, leur rire flottant dans l'air. Elle serra son bébé contre elle, sentant le rythme doux de sa respiration contre sa poitrine. Sa petite main agrippa son doigt et, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit entière. La ville, qui lui avait jadis paru froide, avait changé de visage. Les gratte-ciel brillaient au soleil, non plus comme les emblèmes du pouvoir de son mari, mais comme ceux de sa propre résilience. Elle avait survécu à sa cruauté, elle avait traversé la tempête et en était sortie plus forte. Les cicatrices demeuraient, mais elle ne la définissait plus. De l'autre côté du parc, elle vit Mason s'approcher. Sa démarche régulière lui apporta un apaisement immédiat. Il était simplement vêtu d'une veste et d'un gant, le visage calme et fier. Lorsqu'il la rejoignit, il lui adressa un léger signe de tête, de ceux qui n'ont pas besoin de mots. « Comment tu tiens le coup ?» demanda-t-il. Elle esquissa un sourire. « Mieux que je ne l'aurais cru. C'est encore étrange pourtant. Calme, paisible. Naïf. La paix peut sembler étrange après la guerre, répondit-il. Tu t'y habitueras. » Elle baissa les yeux vers son fils. « Je l'ai appelé Aaron, dit-elle doucement. Cela signifie force. » Mason sourit. « Cela lui va bien, et cela te va bien aussi. » Ils s'assirent sur un banc voisin, regardant le soleil scintiller à la surface de l'étang. Le monde autour d'eux bougeait avec douceur, comme si le temps lui-même ralentissait pour les laisser respirer. « J'ai réfléchi, » dit Émilie au bout d'un moment. « Il y a des femmes qui vivent le même cauchemar que moi, prisonnières, effrayées, réduites au silence. Je ne peux pas oublier ce qui m'est arrivé, mais je peux être m'en servir pour quelque chose de bien. » Mason tourna la tête vers elle, la curiosité dans le regard. « Qu'as-tu en tête ?»« Je veux créer une fondation, » répondit-elle. « Un lieu où les femmes peuvent aller quand elles ont besoin d'aide. Aide juridique, accompagnement, sécurité. Je ne veux plus que personne se sente aussi seul que moi cette nuit-là. »
Masson hocha lentement la tête. « C'est une belle mission, tu peux compter sur moi si tu veux. »« J'en serais honoré, » dit-elle avec sincérité. Un instant, ils restèrent silencieux, observant un vol d'oiseaux s'élever des arbres. Le bruit de leurs ailes emplissait l'air, rythme doux et régulier qui semblait répondre au battement du cœur d'Émilie. Plus tard dans l'après-midi, Émilie rentra chez elle. Le petit appartement qu'elle avait choisi était lumineux et plein de vie. Les murs crème adoucissaient la pièce et les fenêtres laissaient entrer une lumière généreuse. Aucun souvenir de son ancienne vie n'y avait sa place. Seulement des photos d'Aaron, quelques plantes sur l'appui de fenêtre et le son de la paix. En déposant son bébé dans le berceau, elle remarqua la citation encadrée sur la table de nuit. Masson la lui avait offerte après le verdict. On y lisait « La vérité te rendra libre, mais le courage te gardera libre ». Elle suivit les mots du bout des doigts, puis elle éteignit la lumière, ne laissant que la douce lueur de la lampe près du berceau. Le bébé remua, soupira et se rendormit. Émilie se posta à la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. Elles scintillaient comme des étoiles dispersées sur l'horizon. Pour la première fois, elle n'y voyait plus de rappel de douleur. Elle y voyait des possibles. Elle murmura, presque pour elle-même. « Nous y sommes arrivés. » Dehors, la ville continuait sa course. La vie reprenait son cours. Et quelque part, dans le battement discret de cette nuit, la justice et la paix se rencontrèrent enfin. Son histoire avait commencé dans l'ombre et elle se terminait dans la lumière.